Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. 82 000 personnes sont décédées d'une overdose d'opioïdes entre février 2021 et février 2022. Selon les centres de prévention et de contrôle des maladies américaines, plus de 500 000 Américains, un demi-million d'Américains sont décédés d'une overdose d'opioïdes entre 1999 et 2020. Alors le mardi 7 février dernier, lors de son discours sur l'état de l'Union face au Congrès, le président des États-Unis, Joe Biden, avait parlé de la crise des opioïdes qui frappe donc l'ensemble des États-Unis depuis plus de 30 ans. Alors, les opioïdes, ce sont des dérivés de l'opium qui combinent donc des antalgiques légaux tels que la morphine, l'oxycodone et des substances illicites comme l'héroïne. Donc, les opioïdes sont fortement addictifs, ils servent à réduire la douleur et ils peuvent se prendre soit comme des antidouleurs prescrits par un médecin, donc légalement, ou être détournés de leur usage initial avec un dosage plus élevé et être consommés comme une drogue disponible sur le marché noir. Par exemple, la fentanyl, on va en parler, c'est un opioïde, il est responsable de la mort de plus de 70 000 Américains chaque année et il est désormais la principale cause de décès chez les 18-49 ans selon une enquête du Washington Post. Alors pour en parler ce matin, nous sommes avec notre partenaire du jeudi, Didier Maisto. Bonjour Didier Maisto. Bonjour à tous. Alors vous êtes journaliste indépendant et nous sommes avec Jonathan Alperi. Bonjour Jonathan Alperi. Bonjour. Vous êtes reporter de guerre et vous êtes aujourd'hui spécialisé dans les guerres de la drogue. Alors je voulais revenir d'abord sur votre parcours. Comment on devient reporter de guerre et reporter photo? Alors moi, ça fait à peu près une vingtaine d'années que je fais ça. J'ai couvert tous les grands conflits les 20 dernières années. Je me suis lancé là-dedans en partie pour des raisons familiales. J'ai beaucoup d'ancêtres qui ont été soldats, donc j'ai un peu grandi dans ce milieu-là. Donc c'était un peu naturel que je me mette là-dedans. Et comment vous êtes intéressé à la drogue particulièrement? Vous êtes allé notamment au Mexique dans les cartels. Vous avez photographié ce qui se passait là-bas. Oui, alors c'était un sujet que j'ai commencé à photographier de manière assez extensive il y a à peu près 4-5 ans. Donc avec un laps de temps où j'étais pas mal en Ukraine, surtout l'année dernière. Et c'est un sujet qui est mal connu et qui est très compliqué et qui affecte énormément l'Occident, l'Europe aussi de plus en plus. Donc c'est un sujet dans lequel je voulais me plonger essentiellement pour montrer aux gens ce qui est en train de se passer. Donc de la production jusqu'à l'addiction, donc les grands commerces internationaux de la drogue qui sont maintenant en emprise absolument partout. Donc je voulais vraiment ouvrir cette fenêtre et montrer aux gens les problèmes que ça pose aujourd'hui. Alors justement, on va parler de l'explosion de la drogue aux États-Unis. Alors aux États-Unis, évidemment, on a l'image donc des hippies à San Francisco, en Californie, qui fument de la marijuana. Il y a aussi tout le milieu donc du jazz qui consommait de l'héroïne. Mais aujourd'hui, il y a une véritable démocratisation de la drogue, et des drogues dures. Comment cette démocratisation des drogues dures est arrivée aux États-Unis? Alors, comme vous l'avez dit très justement, c'est vrai qu'il y a eu les années 50 dans les milieux du jazz. Donc, beaucoup de gens comme Ray Charles, par exemple, beaucoup d'entre eux étaient des junkies d'héroïne. Et c'est vrai que ça a été une base importante. Et après, un certain nombre de verrous ont été brisés dans les années 60. Et à partir de là, les choses se sont engendrées. On voit dans les années 70 avec le crack ou les années 80 avec la cocaïne et des choses comme ça. Et dans les années 90, on a rajouté une couche là-dessus avec les grands groupes pharmaceutiques qui ont largement contribué à l'addiction des opioïdes dans la population, et je précise plutôt blanche, pauvre américaine, où là, on a créé une addiction massive de gens par rapport à certaines drogues comme Adderall, par exemple, ou Xanax, ou des choses comme ça, ou Percocet, donc des choses qui sont contre la douleur. Et donc, ça, comme vous avez dit très justement, on estime que ça a tué 500 000 personnes les 20 dernières années. Le fentanyl n'est qu'une couche supplémentaire par rapport à ça. Donc, on voit une évolution de plus en plus au sein du pays. Et évidemment, en rajoutant, ça, on ne rentrera pas trop là-dedans, le fait que l'Amérique est addicte à plein de choses et la drogue en est une parmi d'autres. La fast-food, la sucre, restauration, plein de choses, exactement. Didier Maisto? Oui, je ne sais pas si on peut parler de démocratisation quand on utilise. Oui, c'est peut-être pas. Vous l'avez dit. Oui, c'est pas le bon terme. C'est banalisation un tel fléau, en tout cas. Oui. Voilà. Et en réalité, on voit que ces drogues, elles sont de moins en moins chères. Effectivement, les cartels mexicains, notamment, les fabriquent, et de plus en plus pourries au niveau des composants. Là, par exemple, la prank, vous en parliez, la drogue du zombie, dans les médias, on en parle beaucoup.
où on voit ces gens complètement désarticulés, assommés par cette drogue, faite à partir de tranquillisants pour les chevaux au départ, et qui a pour effet de ronger les tissus, de ronger les chairs, de ronger les os jusqu'à l'amputation. Et vous avez beaucoup de centres-villes de New York, par exemple, en passant par la Californie, Los Angeles, San Francisco, enfin un peu partout d'ailleurs aux États-Unis. Quel regard vous portez sur l'action des pouvoirs publics qui semble assez ténue, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il n'y a plus du tout de campagne en fait de prévention contre la drogue, et beaucoup de bénévoles qui font ce qu'ils peuvent, qui vont dans les rues pour porter secours à ces pauvres gens qui, on l'a dit l'année dernière, 110 000 overdoses. Ça a été un triste record. Quel regard vous portez? Est-ce que vous pensez que les pouvoirs publics, à part déplorer et constater, ne font pas ce qu'il faut, ou est-ce que le fléau est tel qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose? Oui, le pouvoir américain, c'est-à-dire Joe Biden, Kamala Harris, sachant qu'il y a donc 75 000 personnes qui sont décédées en un an du fentanyl. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils ne font rien? Il y a une déclaration, mais notamment le Parti démocrate, pourquoi il ne s'occupe pas de ce problème de la drogue? Pour plusieurs raisons. Il y en a une qui est très simple, qu'il s'agit pour des raisons idéologiques, le Parti démocrate américain a entièrement ouvert la frontière sud avec le Mexique. Donc, les migrants sont passés à peu près 7,5 millions depuis que Biden est arrivé au pouvoir, mais à travers ça, les cartels mexicains ont largement, ça les a énormément avantagés par rapport à leurs besoins stratégiques, de pouvoir faire rentrer pas mal de sicarios, des milliers probablement, aux États-Unis pour aider à la... Sicarios, vous pouvez... Alors, sicarios, c'est plutôt des soldats de différents cartels mexicains. Alors là, on parle surtout du cartel du Sinaloa et du Jalisco, qui sont les deux grands cartels, puis le cartel du Golfe, qui est plutôt vers Tamaulipas, à l'est, du nord-est du Mexique. Donc, ils ont pu faire rentrer plein de leurs soldats comme ça, mais aussi, ça a énormément contribué à l'explosion du passage du fentanyl aux États-Unis, car les cartels mexicains en produisent énormément. Et donc maintenant, peuvent le faire passer très facilement. Et donc on en a absolument partout, comme disait monsieur à juste titre. C'est plus que dans les grandes villes, mais c'est absolument partout. Je reviens du Nouveau-Mexique, dans les petites villes qui sont complètement prises par la drogue maintenant. Le fentanyl, évidemment, qui a entièrement remplacé l'héroïne, d'ailleurs. Donc on voit là, pour des raisons idéologiques, le gouvernement américain ne fait rien. Certaines organisations fédérales, comme la DEA, essayent, mais Law Enforcement Agency, essayent de se battre contre ça, mais les ressources sont limitées. Et évidemment, ils n'ont pas les ressources qu'il faut pour se battre contre les cartels mexicains, qui ont des ressources absolument illimitées. Donc c'est une des raisons, il y en a d'autres, bien entendu. Alors justement, on va revenir sur ces routes de la drogue, mais je voulais vous parler notamment du rôle des lobbies pharmaceutiques dans cette explosion de la drogue. On a parlé avec Béatrice Rosen dans cette émission donc, de la série Netflix Painkiller, je ne sais pas si vous l'avez vu, notamment donc, le marché des antidouleurs. Alors cette série que notre réalisateur a vu après cette interview et qui nous explique que c'est absolument aberrant. Donc on raconte un lobby pharmaceutique qui vend des antidouleurs à l'aide de jolis VRP. Donc c'est on va le dire, des jolies blondes américaines qui vendent cyniquement des médicaments à des populations plutôt pauvres, des antidouleurs, à une population qui donc a des métiers durs, en tout cas physiquement. Cette histoire, elle est vraie parce qu'elle paraît complètement invraisemblable. Il y a un cynique de ces lobbies pharmaceutiques qui veulent vendre des produits, des médicaments qu'ils savent être des drogues à des personnes finalement qui sont assez manipulables. Voilà, donc là vous faites référence, il y a certaines familles ou groupes pharmaceutiques, donc par exemple la famille Sackler ou Purdue. Il y a eu des très grands procès d'ailleurs qui se sont terminés récemment. Il y a eu des dizaines de milliards de dollars qui seront échangés, qui seront donnés pour certaines villes ou des gens qui ont eu des problèmes par rapport à leur addiction, tout ça. Bref, ces gens-là n'iront pas en prison. Déjà, ça c'est sûr. D'ailleurs, c'est aux grandes dames de beaucoup de gens comme moi, d'ailleurs, qui estiment que ces gens-là devraient mourir en prison pour ce qu'ils ont fait, mais ça n'arrivera pas. Là, on voit qu'on est vraiment dans la corruption. Pourquoi ils sont autant protégés, justement ?
Disons que légalement, ce que ces familles ont fait, c'est qu'ils se sont entourés d'avocats, bien entendu, mais ils ont créé des structures dans leur société. Donc, en fait, on a attaqué les sociétés, mais pas les gens, donc ces familles directement, et ça les a protégés. Donc ça, ce sont des lois, donc ils ont pu contourner un peu un certain nombre de choses. Et aussi, évidemment, je pense que l'État américain ne veut pas qu'il y ait eu un précédent. Pour que maintenant tout le monde attaque tout le monde. Bon, il y a un peu ce côté-là. Donc ces familles-là, en effet, donc ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient recruter ce qu'on appelle des scouts directement à l'université, très bien payés. On leur disait, bon, on vous donne 4 millions de pilules du Adderall, par exemple, et vous allez voir les médecins, vous les payez, les médecins prenaient l'argent, donc corruption à nouveau. Et ils allaient directement dans les zones pauvres blanches, spécifiquement blanches. Je veux souligner ça parce qu'ils ne voulaient pas être accusés de racisme. Donc, ne pas aller voir les minorités aurait créé des problèmes supplémentaires pour eux. Donc, les blancs pauvres, tout le monde s'en fout de toute manière. Les rednecks, ce qu'on appelle les rednecks, les électeurs de Donald Trump. En gros, c'est ça. Voilà. Donc, je pense qu'il y a une situation un peu similaire en France là-dessus, pas aussi aggravée, bien évidemment. Donc, ça a été fait de manière très précise, très consciente à partir des années 90. Les procès viennent de se terminer. Et la réalité, c'est que maintenant, on a créé toute une génération, même une seconde génération de gens qui sont encore addicts. Et d'ailleurs, on le voit avec le fentanyl, tout ça. Donc maintenant, ça a fait boule de neige et ça ne se terminera pas pour quelques années. Et justement, donc, il y a ces lobbies pharmaceutiques, puis aussi des cabinets de conseil comme McKinsey qui ont eu des amendes énormes, justement, parce qu'ils sont en partie responsables, en majeure partie de cette crise des opioïdes, qui, on le rappelle, a fait plus de morts même que la guerre du Vietnam, plus de morts que la guerre de sécession aux États-Unis. Comment vous expliquez justement que McKinsey s'est dit, tiens, en fait, finalement, il y a de l'argent à se faire, on va dedans, quitte à finalement payer des amendes énormes plus tard? Disons que les amendes, je ne me souviens plus très bien des chiffres que les gens voient eux-mêmes, mais... plusieurs centaines de millions de dollars. Oui, on est dans les centaines de millions, on est même dans les milliards si on récupère tout ça. C'est pas énorme comparé à ce que leurs profits sont et ce qu'ils représentent en tant que société, donc c'était tout à fait gérable. Donc ça vaut le coup. Oui, ça vaut le coup de payer, et puis ça a duré des années, tout ça, et puis c'est pas payé d'un coup, c'est avec les années, toutes les années, il y a une somme qui va tomber, c'est pas tout d'un coup. Concernant ce que vous disiez sur les pertes humaines au Vietnam, en 10 ans, l'armée américaine aurait perdu 58 200 morts. Et là, en effet, on est à 10 fois plus, très rapidement, donc on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur, vous avez raison. Et c'est en effet la crise principale. Je pense que l'année dernière, on estime en tout cas officiellement que l'Amérique aurait eu 109 000 morts à cause des overdoses. À mon avis, on se rapproche des 120, 125 000 par an, et c'est de pire en pire. Didier Maisto? Oui, on voit, et vous venez un peu de l'exposer, que lutter contre ce fléau de la drogue, c'est aussi lutter contre les consommateurs. Et les consommateurs, malheureusement, ils sont sur le sol américain, ils sont aussi en Europe, ils sont partout dans le monde. Donc on voit bien que, bien sûr, si on va lutter contre les cartels, ça ne suffit pas, puisque l'addiction est telle aujourd'hui. Et justement, c'est intéressant de voir que tout est imbriqué. Sans doute dans votre travail, vous l'avez remarqué, et c'est là où ça devient très complexe. C'est pas simplement des moyens policiers, des campagnes de prévention, c'est que McKinsey, mais aussi les lobbies pharmaceutiques, etc., sont tellement puissants et tellement imbriqués dans la machine d'État que ça serait remettre en cause, in fine, le mode de vie américain, le lobby des armes, le lobby des médicaments, le lobby de l'alcool, le lobby du tabac, etc. Et le lobby du médicament qui est incroyable, et qui est très bien organisé, avec des cabinets de conseil qui font partie, comme on dit, du deep state, de l'État profond, ce qu'on a vu aussi en France aujourd'hui, puisque McKinsey, en fait, a été à l'origine de la création d'En Marche, et les mêmes personnes sont devenues les cadres du parti, et certains sont devenus ministres, et la plupart conseillers. Donc c'est cette imbrication-là, il y a du fric à se faire, que ce soit des dollars ou des euros. Donc après, en bout de chaîne, les personnels de santé, les citoyens, sont complètement démunis. Qu'est-ce qu'on peut faire, à part remettre en cause nos modes de vie occidentaux, d'une certaine manière? C'est la déliquescence de nos sociétés occidentales. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Jonathan Alperi, oui. Oui, non, je suis entièrement d'accord avec ce que monsieur vient de dire. Si on veut lutter contre la drogue, c'est un problème sociétal, ça, il a entièrement raison.
et lutter contre les grands groupes criminels internationaux comme les cartels mexicains ou colombiens, par exemple pour la cocaïne, ou le Pérou, la Bolivie, qui sont d'autres grands producteurs de cocaïne pour la consommation nord-américaine et bien entendu de plus en plus européenne. Il faudrait lutter contre ça, mais il faut aussi lutter contre le problème d'addiction. Et ça, en effet, c'est un des grands problèmes. Il y a une demande, donc c'est évident que le commerce explose. La demande est complètement folle. D'ailleurs, elle augmente pas mal en Europe, de plus en plus, notamment par rapport à la cocaïne, passant par la Hollande, la Belgique, bien entendu, comme par hasard, et l'Espagne. Donc si on veut lutter contre ça, il faut aller de plein pot sur plein de champs différents. Évidemment, ça n'arrivera pas. Et d'ailleurs, pour prendre un peu l'exemple mexicain que je connais très bien, une des raisons pourquoi ça n'arrivera pas, c'est qu'il faudrait bloquer la frontière, ou en tout cas envahir le nord du Mexique, ce qui est un plan militaire américain, détruire les cartels physiquement. Ce qui faire une zone tampon. Voilà, exactement. Ça, c'est vraiment un plan militaire. Ils ne le feront pas parce qu'il y a trop d'argent, il y a trop de commerce qui est fait entre les deux pays. Donc ça va continuer et ça va continuer à empirer. Parce que vous dites qu'il faut aussi changer de mentalité, notamment en Europe et aux États-Unis. Et il y a eu une explosion de la consommation des opioïdes après le Covid, parce que c'est aussi des gens finalement qui sont très seuls, qui sont en dépression. Et on leur explique que donc ces opioïdes vont être une solution à leur dépression, alors qu'elle ne fait que l'augmenter. Puis c'est une spirale autodestructrice qui commence. Oui, alors le Covid, comme beaucoup de choses, a été un accélérateur de plein de choses. Donc le problème existait déjà avant. Là, c'est juste ça, accélérer les choses. Les gens se sentent seuls en Occident parce qu'on a bousillé la famille. Bon, ça remonte aux années 60, tout le monde le sait. Et le résultat, il est probant. Il est ce qu'il est maintenant. Et les gens se sentent seuls. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? De toute manière, après, il y a une question de force de caractère. Les gens font quand même leur choix. On a toujours le choix de se droguer ou de pas se droguer. Après, c'est des choix faciles et difficiles. Le même choix qu'il est pour les gens qui décident de vendre de la drogue. On nous dit ils n'ont pas eu le choix. C'est pas vrai. Ils ont eu le choix. Ils ont pris la décision de le faire. Alors après, il faut assumer. Et on vit dans une société où on a fait exploser tous les verrous qui nous tenaient un peu ensemble. Alors maintenant, du coup, c'est un bordel général qui va continuer à s'empirer. Et donc, les États, je ne sais même pas si c'est des États maintenant, mais en Europe, donc maintenant, ils veulent faire de la répression. Aux États-Unis, c'est pareil, mais on ne peut pas faire de la répression et laisser pourrir la société en même temps. C'est un contresens, donc du coup, ça aggrave la situation. Didier Maisto. Dans votre travail aux États-Unis, notamment, vous avez rencontré des citoyens américains qui sont conscients du problème. Est-ce qu'ils ont envie que ça change? Est-ce qu'ils s'organisent? Ou est-ce que c'est finalement assez accepté, mis de côté, les gens ne veulent pas trop voir parce qu'ils sont bien conscients que les moyens pour y répondre sont très, très compliqués à mettre en œuvre? Là-dessus, Jonathan Alperi. C'était une question. Oui. Oui, alors au niveau de l'organisation, alors moi à titre personnel, j'ai pas mal côtoyé, donc il y a plusieurs organisations, c'est surtout des mères ou des parents dont les enfants sont morts à cause du fentanyl, qui se sont regroupés. Là, j'étais à Washington il y a quelques jours pour photographier 1 millier de familles qui sont allées protester devant la Maison-Blanche. D'ailleurs, j'ai noté qu'il n'y avait aucun média, tout le monde s'en fout. D'ailleurs, c'est quand même assez hallucinant. Et essayer de forcer la Maison-Blanche à faire quelque chose, mais bon, c'est tombé sous oreilles sourdes. Donc, il y a quand même des organisations américaines. Les Américains sont assez forts pour s'organiser sans avoir besoin de l'État fédéral, mais évidemment, comme je disais tout à l'heure, ça ne suffit pas. Il faut que l'État soit impliqué d'un point de vue stratégique, d'un point de vue militaire aussi, et essayer de s'occuper peut-être des gens qui sont addicts à la drogue. Moi, par exemple, je terminerai là-dessus, il y a 2 mois, je suis allé au Salvador pour photographier ce que Bukele, qui est le nouveau président ultra-conservateur, a fait, et donc a détruit les maras. Il y a à peu près 74 000, ils en ont tué des milliers. Les autres, il les a foutus en prison. Mais l'idée, c'était de faire une rupture définitive en disant ceux qui se droguent, donc je suis allé voir pas mal les addicts, tout ça, on ne s'occupe pas d'eux, on les laisse mourir, c'est leur stratégie, et essayer de s'occuper de la jeunesse là, qui va devenir adolescente prochainement et leur inculquer dans le cerveau qu'il ne faut pas se droguer et faire vraiment une rupture. Alors c'est un petit pays, c'est plus simple, en tout cas c'est leur stratégie, et on verra si ça fonctionne ou pas. Il y a de la prévention. Et puis une population, vous avez constaté sans doute, de plus en plus jeunes, année après année, qui consomment de ces drogues dures.
ce sont des gens qui sont vraiment très très jeunes maintenant. Oui. Parce qu'on parle des 18, on parle des 18-49 ans, principale cause de décès chez les 18-49 ans. Donc il y a vraiment des gens très jeunes qui décèdent aujourd'hui avec ces opioïdes. Mais il y a même des enfants qui sont morts. Là, récemment, dans le Bronx, à New York, il y a un bébé qui est mort. Il dealait du fentanyl dans une crèche. Enfin, bon, bref, pas très bien. D'ailleurs, j'ai remarqué dans le quartier, personne n'a protesté, personne n'a rien dit. Et c'est ce que disait monsieur. J'ai l'impression que les gens s'habituent à tout ça. Et qu'il y a un je m'en foutisme général jusqu'au moment où ça vous arrive à vous, quoi. Et après, c'est plus la même chose. Mais je pense qu'on a vraiment un problème civilisationnel quasiment maintenant. Donc la drogue se rajoute à tous les autres problèmes qu'on a, ça peut être déliquescence sociétale. Et maintenant, on est arrivé, à mon avis, à un point de non-retour. Ça va être très compliqué de revenir en arrière. Justement. Alors, nous sommes avec Jonathan Alperi, je rappelle, reporter de guerre aujourd'hui, spécialisé dans les guerres des drogues. Nous sommes avec Didier Maisto. On parle de cette crise des opioïdes. Je rappelle, 500 000 Américains sont décédés d'une overdose d'opioïdes entre 1999 et 2020. Vous dites qu'il y a combien de personnes à peu près aux États-Unis qui sont dépendantes justement de ces opioïdes ? Alors, on estime qu'entre 15 et 20% de la population américaine est addicte aux drogues dures. Mais ça, c'est toutes les drogues. Un Américain sur 5. C'est énorme. Mais toutes les drogues, donc tous les opioïdes ou les drogues ? Héroïne, fentanyl, tous les drogues dures. Les drogues dures. Les drogues dures, ça exclut la marijuana, ça etc. exclut la marijuana, oui, tout à fait. Voilà, la marijuana, ils savent même vous pas. avez un Américain sur 5 qui est addict et peut-être, je ne sais pas, un Américain sur 2 qui est en obésité et qui consomme trop de sucre. Ouais. Donc vous vous rendez compte un peu de la catastrophe à l'échelle d'un pays de plusieurs millions d'habitants, qui est la première puissance mondiale, la catastrophe sociale, économique, humanitaire, humaine et civilisationnelle dans laquelle on va, quoi. Que c'est. Alors Didier Maisto et Jonathan Alperi, on va revenir là-dessus. Vous le savez, vous connaissez la règle, il est 9h, c'est l'heure du bulletin d'actualité d'Adèle Rossner. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Alors Jonathan Alperi, on l'a vu avec vous, 500 000 Américains sont décédés d'une overdose d'opioïdes entre 1999 et 2020. Vous nous avez dit juste avant le Flash Info une information complètement incroyable. 15 à 20% des Américains sont dépendants de drogue forte, donc un Américain sur 5. Alors comment cette drogue arrive jusqu'aux États-Unis ? On a parlé un petit peu du Mexique, elle vient à la fois du Mexique, d'Amérique du Sud et puis aussi de la Chine, on va en parler. Vous avez parlé des Sicarios. Alors, il y a un film, je ne sais pas si vous l'avez vu, Sicario, de Denis Villeneuve avec Emily Blunt qui parle notamment de ça, qui est un bon film. D'ailleurs, vous allez nous dire si c'est réaliste. En tout cas, ce qui est montré, c'est qu'il y a une situation par rapport au Mexique. Vous dites que les Américains pensent à faire une zone tampon, c'est-à-dire occuper, entre guillemets, une partie du nord du Mexique pour faire une zone tampon parce que le Mexique peut devenir ce qu'on appelle un narco-État. Alors, le Mexique est déjà en partie un narco-État. Je vais vous donner un chiffre qui est assez impressionnant. On estime aujourd'hui que 30% de gens qui travaillent pour l'État fédéral mexicain sont payés par différents cartels mexicains. Donc ça, c'est énorme. Donc les connexions sont déjà très puissantes. D'ailleurs, il y a beaucoup de doutes sur AMLO, qui est le président d'aujourd'hui au Mexique, qui a probablement des rapports très, très assez prenant avec différents cartels. C'est des compromis qui sont faits. Bon, la corruption, ça fait partie du paysage mexicain, c'est comme ça. Bref. Donc oui, on est dans un état maintenant où les cartels mexicains, donc comme je disais tout à l'heure, du Sinaloa, du Jalisco, donc la nouvelle génération, et les cartels du Golfe, puis il y en a plein d'autres, mais ils sont beaucoup moins puissants, ont vraiment une position stratégique. À un tel point que maintenant, par exemple, l'année dernière, j'ai passé pas mal de temps en Équateur, qui était, il y a quelques années de ça, il y a 5-7 ans de ça, était un pays très calme, où les gens visitaient pour aller au Galapagos, visiter un pays qui est assez magnifique d'ailleurs. Et maintenant, il y a vraiment une guerre de la drogue qui est assez forte aujourd'hui, et les cartels mexicains sont présents en Équateur pour tenir la route exactement de la cocaïne qui est produite au Pérou, qui est de très bonne qualité, qui passe par Guayaquil, donc le grand port d'Équateur, qui monte vers Esmeraldas, les Colombiens sont aussi dans ce coup-là, et remonte vers le Mexique pour les États-Unis. Donc, il y a des grandes routes qui se sont affirmées. La dernière en date est celle du Pacifique. Et la différence avec ce qui se passait avant, c'est que maintenant, ils prennent des bateaux
Donc ils forcent les pêcheurs en Amérique centrale, par exemple au Costa Rica, et ils vont les voir en leur disant bon, vous me passez nos bateaux de pêche, si vous faites pas, on vous descend. Donc les mecs disent ok, ils ont pas trop, enfin ils ont le choix, mais c'est pas un très bon choix, on va dire. Et puis alors ils sont payés, et puis ça remonte comme ça. Donc on voit vraiment à chaque fois des nouvelles, c'est comme une toile d'araignée qui va dans tous les sens. Sinon ça remonte aussi par les Caraïbes, et on voit que évidemment le grand marché américain est tellement juteux que Et justement, et les civils qu'il y a dans ces villes sont pris en otage par ces cartels mexicains, tellement ils ont du pouvoir, tellement ils ont d'argent. Exactement, donc c'est très vrai par exemple dans l'état du Michoacán ou du Guerrero, donc au sud Pacifique du Mexique. Et là par exemple ces états-là sont plus ou moins en tenue partie, en tout cas la moitié par le cartel du Sinaloa en particulier. Et ils vont voir en effet les fermiers, on dit bon vous allez produire ci, vous allez produire ça, et puis bon si les mecs disent non, ils se font descendre. Donc c'est assez rapide. Et donc, comme le choix est mauvais, et puis l'État mexicain, l'armée mexicaine en particulier, à part les unités qu'on appelle les Marines, qui sont les unités plutôt sur les côtes, sont très corrompues aussi. Donc, évidemment, c'est compliqué de démêler la chose. Didier Maisto, justement, là-dessus, sur ces routes de la drogue, vous avez une question à poser à Jonathan Alperi? Je voulais déjà revenir brièvement sur le Covid, puisque ça a été évoqué. Il me semble être le révélateur, en fait, de beaucoup de maux de nos sociétés. Et quand on regarde, par exemple, moi, j'ai un de mes combats, c'est la santé, l'abus de sucre, etc. C'est de faire de la pédagogie tout le temps, chaque fois que je le peux. Mais on se rend compte que tous les pays, notamment les États-Unis et aussi les pays européens, mais l'Australie, enfin beaucoup de pays développés, très industrialisés, ont confiné et ont lutté assez mal finalement contre le Covid, s'attaquant aux conséquences avec un virus assez peu létal finalement, et jamais aux causes. Or, s'il est devenu un peu plus mortel, ce virus, c'est parce que les populations n'étaient pas en bon état et que ça explose de façon exponentielle quand vous êtes obèse, quand vous avez des maladies cardiovasculaires, quand vous avez du diabète, quand vous êtes drogué, etc., etc. Et on voit bien, je pense que ça doit, peut-être dans votre travail, ça vous interpelle sûrement, à mon avis, ça doit vous terrifier d'une certaine manière de voir que toute l'industrie du médicament, que toute l'industrie agroalimentaire qui a infiltré, comme on l'a dit, l'État, n'a pas intérêt à ce que ça change. Parce que les mannes sont tellement considérables, c'est tellement des milliards et des milliards de dollars, que si on s'attaque aux causes, et plus simplement en conséquence, on ne vend plus les médicaments, on ne vend plus les vaccins, on ne vend plus tout ça, quoi. Et c'est toute une économie qui s'effondre. Est-ce que cette impuissance, vous la constatez, et est-ce elle est aussi peut-être à la base de votre travail? Et est-ce qu'elle est voulue aussi? Est-ce que cyniquement, elle est en fait voulue? Cyniquement, oui, en partie. Alors évidemment, il y a plein de gens qui font partie des rouages de ce système-là. Donc eux vivent et travaillent. Donc ces gens sont ce qu'ils sont. Alors c'est vrai que moi je dis toujours aux gens, regardez à quoi ressemblaient les Américains jusque dans les années 80. Vous regardez sur les photos, les films, ils n'ont pas du tout les mêmes visages. Ils ont pas ils sont beaucoup moins gros, tout ça. Et on voit vraiment que depuis les années 70, la population américaine est empoisonnée de plus en plus et ça se voit physiquement. Et c'est vrai que, par exemple, on estime que 25% de ce que coûtent les frais médicaux nationaux américains sont à cause de l'obésité et puis tout ce qui va avec, problèmes cardiaques, problèmes de sucre, des choses comme ça. Donc ça, c'est très vrai. La drogue rajoute en fait à ça et évidemment les habitudes alimentaires. Donc c'est un tout. Il faudrait changer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Beaucoup d'habitudes, mais c'est vrai que les lobbies sont d'une telle puissance maintenant aux États-Unis que c'est très difficile de se battre contre eux, en particulier parce que c'est eux qui financent les campagnes électorales américaines, ça on le sait. Et d'ailleurs, je ferai une petite parenthèse, je terminerai là-dessus. Le seul président américain qui a essayé de faire quelque chose, c'est Trump. Sur les opioïdes, il en a beaucoup parlé. Évidemment, c'est son électorat. Évidemment, mais c'est le seul qui a essayé de faire quelque chose. Évidemment, en 4 ans, on ne peut pas faire grand-chose et on verra ce qui va se passer en 2024. Alors, je voulais revenir sur ces routes de la drogue. On a parlé du Mexique, puis on parle aussi de la Chine. Ouais. Donc, il y a un renversement de la guerre de l'opium, c'est-à-dire il y a une espèce de revanche de la Chine. La Chine qui, donc, devient une route de la drogue pour les États-Unis, notamment avec la fentanyl et puis avec cette histoire de la poste, c'est-à-dire que ce sont la fentanyl et passe par la Chine, par la poste, jusqu'aux États-Unis. Ça paraît complètement dingue.
Alors, il y a une production légale de fentanyl qui est produite beaucoup en Chine, aussi en Inde, très peu en Europe, je crois, mais je connais mal le marché européen, et pas mal aux États-Unis. Donc, cette production est faite essentiellement pour la consommation légale, donc dans les hôpitaux quand on a une opération, ce genre, pour la douleur et choses comme ça. Mais le rapport qu'il y a avec la Chine et le fentanyl remonte à une 30aine d'années, donc c'est pas récent. Donc, les différents gouvernements chinois ont laissé faire. C'est plus un laisser-faire, on fermait les yeux par rapport à ça et on laissait un certain nombre d'hommes d'affaires très corrompus établir des relations économiques avec, à nouveau, le cartel du Sinaloa en particulier, qui est un des plus anciens maintenant. Et l'idée, c'est de leur apporter, ils le font évidemment encore aujourd'hui, de leur apporter la molécule. Et une fois que la molécule, donc ça peut être par bateau, par poste, il y a plein de voies différentes pour le faire. Ces mecs-là leur apportent directement au Mexique et la production est faite au Mexique. Et donc ça a commencé de manière assez timide, tout ça, mais c'est vrai que les 20 dernières années en particulier, et là les 10 dernières années tout particulièrement, la production du fentanyl, on ne sait pas d'ailleurs la quantité, on n'en sait rien. Et les estimations sont très difficiles à juger. Sont produites par donc, ces grands cartels mexicains, mais maintenant par plein de petits groupes criminels mexicains qui ont très bien compris que la drogue, le fentanyl est hyper addictive et pas cher à produire et assez facile à produire. Donc c'est tout bénef pour eux. Et en plus, comme la frontière est largement ouverte maintenant, ça passe sans problème. Donc les coûts sont très bas, en partie pour cette raison. Et je rajouterais que la ville américaine où on teste tout ça, c'est Philadelphie. C'est une des grandes villes américaines dans le quartier du Kensington où c'est un espèce de marché ouvert de drogue. Philadelphie, rappelez-nous, qui est dans quel état aux États-Unis ? Alors c'est en Pennsylvanie. En Pennsylvanie, Ouais. donc le nord-est des États-Unis. Oui. Exactement, c'est à 1h30 de voiture au sud de New York. Donc c'est vraiment un des grands centres urbains du pays nord-américain. Et donc, ils envoient une quantité certaine de cette drogue et ils les donnent aux gangs locaux, qui ne sont pas mexicains, qui sont américains, et qui vont eux-mêmes donner cette drogue gratuitement aux addicts pour voir les effets que ça fait. Donc, c'est vraiment comme un business normal dans le sens où on regarde, on voit les résultats, on fait une étude en gros, et puis après, on vend. Et comme ils se sont aperçus très rapidement que c'était très addictif, et les mecs revenaient constamment en redemander, ils étaient complètement zombifiés. Voilà, exactement. Bon, c'était banco, ils ont compris, et puis après, voilà. Et je rajouterais que monsieur a mentionné ça tout à l'heure. Il y a une nouvelle drogue dans la rue maintenant qui est xylazine, qui est une espèce de kétamine, en fait, qui est ultra puissante, et c'est ça qui mange la chair. On voit les types se piquer, ça va jusqu'à l'os. Oui, ça c'est évidemment terrible. Didier Maisto. Oui, ce qui est très compliqué, c'est de voir, parce que souvent on entend les gens qui n'ont pas travaillé sur ce sujet, ou le sujet de la corruption en général, dire « mais pourquoi on ne fait pas ça ?» Alors il y a souvent, dans le débat public, des solutions simplistes. On envoie la police. Mais non, mais le problème, c'est qu'une société, quand elle est pénétrée par tous ses pores, et qu'elle est complètement rongée, parce que finalement cette drogue, voilà, ça sera un peu une métaphore de nos sociétés actuelles, jusqu'à l'os, quoi. Ça devient très compliqué. Après, vous l'avez dit, il y a 30%, un tiers en gros de toute la superstructure mexicaine qui est proche des cartels, qui travaille avec les cartels, qui est complètement contrôlée par les cartels. Aux États-Unis, ça se fait différemment. C'est pas la même corruption, elle est beaucoup plus légale, beaucoup plus sophistiquée. On parlait des campagnes pour les présidentielles qui sont chaque fois payées par ces lobbies, et on parle de centaines de millions de dollars. Hein. Donc après, c'est compliqué d'aller taper contre le type qui vous a financé et auquel vous avez forcément fait des promesses. Moi, j'ai travaillé à l'Assemblée nationale. Je peux vous dire que vous avez les mêmes lobbies. Hein. Quand j'étais attaché parlementaire, c'était dans les années 90. C'était déjà le problème, le lobby du tabac, le lobby de l'alcool, le lobby du médicament, surtout le lobby du médicament. Hein. Rappelez-vous toutes les histoires avec le laboratoire Servier, qui avait complètement infiltré l'agence du médicament. C'était devenu l'État français qui labellisait les médicaments, quand ensuite vous faisiez rembourser par la sécurité sociale à des tarifs prohibitifs. Donc c'est contre tout ça qu'il faut lutter, et on voit l'étendue de la tâche. Oui, Jonathan Et peut-être, Alperi, monsieur, vous devriez donner une adresse
pour qu'on puisse voir votre travail, un site internet ou... Oui, bien sûr. Voilà. Dites-nous, oui, si vous avez une adresse ou quelque chose. Vous pouvez aller sur Google, hein, je suis Jonathan très Alperi. publié, donc c'est mais facile. Mais le vrai problème, donc, c'est au niveau des politiques, parce qu'on va parler évidemment ce que vous disiez, Didier, des solutions. C'est-à-dire que le camp démocrate, on a l'impression que, en tout cas, ils ne font rien. Alors, on va pas dire que le Parti démocrate est corrompu. Je sais pas si on a le droit de le dire, mais en tout cas, voilà. Donald Trump a essayé de faire quelque chose, parce que ce que vous nous expliquez, c'est-à-dire que les victimes de cette crise des opioïdes, c'est son électorat, c'est-à-dire les gens qui font partie de l'État profond et qui ce qu'on appelle les rednecks, hein, c'est-à-dire que les gens qui sont dans ces états et qui ont des métiers durs, donc des métiers où on peut consommer des antidouleurs. Et donc il y a cette solution politique, mais aussi la solution, certains disent, de la dépénalisation. C'est-à-dire, est-ce que la dépénalisation peut faire en sorte finalement que l'État contrôle véritablement quelque chose, ou est-ce que justement ça permet un passage pour ces drogues dures ? Alors, en ce qui concerne la légalisation de la drogue, donc là, il s'agit essentiellement de la marijuana, où les États-Unis, je crois que c'est une vingtaine d'États maintenant, ont légalisé pour des raisons festives la marijuana, et là-dessus, ça marche très mal. Et la raison est la suivante. Donc, les gens qui produisent légalement la marijuana aux États-Unis sont des gens qui sont très taxés, qui ont des régulations très compliquées, donc leur marge de profit est pas excellente. Donc en plus, ça, au niveau des taxes que ça rapporte, par exemple au Colorado, on le sait parce que c'est un des premiers États qui a légalisé, n'est pas autant que ça. Parce que là-dessus, il faudrait calculer le fait qu'il y a une perte de travail de gens qui fument tout le temps, et c'est vrai qu'on est moins efficace, ça c'est évident. Donc il faudrait calculer par rapport à ça. À mon avis, ils y perdent énormément. L'autre chose, c'est que les cartels mexicains ont très bien compris ce qui se passait. Donc le message que l'État fédéral a envoyé depuis des années, depuis Obama d'ailleurs, c'est de dire on va légaliser les drogues, parce que maintenant ils vont pas s'arrêter à ça. Ils veulent légaliser. Au Canada, ils veulent légaliser l'héroïne. Dans un État de l'Ouest, là, ils commencent à le faire, enfin n'importe quoi, bref. Et donc les cartels mexicains, pour eux, c'est une brèche supplémentaire dans laquelle s'infiltrer. Oui, ça va pas endiguer le problème, bien au contraire. Oui. Donc maintenant, ils produisent tellement de marijuana en Californie qu'ils sont en train d'inonder le marché légal. Merci Jonathan Alperi pour évidemment nous faire ce bilan désastreux de la drogue aux États-Unis. Je rappelle que vous êtes reporter de guerre, vous êtes donc aujourd'hui spécialisé dans les guerres de la drogue. On continuera à en parler avec vous, j'espère, sur cette antenne. Et merci à vous Didier Maesto, vous êtes journaliste indépendant, vous êtes notre partenaire du jeudi et on vous retrouve jeudi prochain.